Mes parents m'ont envoyé un message à minuit. Nous savons que tu as dépensé 520 000 € pour sauver notre maison, mais ta sœur ne veut pas de toi pour le grand repas de famille. Pas d'appel, pas d'explication, juste une phrase glaciale qui illuminait mon loft à Lyon. Alors j'ai fixé l'écran, j'ai tapé un seul mot, noté, et j'ai tranquillement fermé le chapitre de ma vie où je servais de paillasson familial. Que s'est-il passé après ça? Le repas de famille parfait s'est effondré sans que je lève le petit doigt. Et ce n'était que le début. Avant de vous plonger dans toute l'histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Et dites-moi, avez-vous déjà été considéré comme acquis par les personnes que vous aimez le plus? Vos histoires me rappellent que je ne suis pas seul. Pendant la majeure partie de ma vie, être la personne responsable n'était pas quelque chose que j'avais choisi. C'était un rôle qui m'avait été discrètement assigné. Je suis Chloé Martin, 34 ans, je travaille dans la tech ici à Lyon, où mes journées sont prévisibles, structurées et calmes. L'exact opposé de ma famille. J'ai grandi dans une maison où la logique importait moins que le maintien de la paix. Et maintenir la paix signifiait presque toujours protéger ma sœur cadette, Manon, des conséquences qu'elle créait. Manon a été l'enfant chéri dès l'instant où elle a pu aligner deux mots, brillante, charmante, magnétique, d'une manière qui poussait les adultes à la couvrir d'éloges sans qu'elle ait jamais à les mériter. Quand elle voulait quelque chose, elle ne demandait pas. Elle exigeait. Et mes parents s'exécutaient toujours. Si elle faisait une bêtise, ils amortissaient sa chute. Si elle dépensait trop, ils couvraient ses dettes. Si elle blessait quelqu'un, ils lui disaient qu'elle était simplement expressive. Pendant ce temps, j'apprenais à rester posé, utile, fiable. Quelque part en chemin, je suis devenu celle qui réparait les choses. Les appareils électroménagers cassés, les budgets en déficit, les promesses non tenues. Mon nom était toujours le contact d'urgence. Pas par devoir, mais parce que l'alternative était de regarder tout s'effondrer. Il y a 6 mois, tout a failli s'effondrer. Mes parents m'ont appelé en larmes, la voix tremblante, alors qu'ils m'avouaient la vérité. Ils avaient des mois de retard sur les mensualités de l'hypothèque de la maison de campagne au bord d'un lac en Haute-Savoie, où ils vivaient depuis des décennies. Manon avait encore emprunté de l'argent. Cette fois, elle avait vidé leur fonds de retraite pour couvrir ses achats impulsifs et ses idées d'entreprise à moitié formées. En plus de cela, ils avaient pris quelques mauvaises décisions financières de leur côté, espérant résoudre le problème discrètement. Ils étaient à quelques semaines de perdre la maison. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai liquidé des investissements que j'avais mis 15 ans à construire, vendu un appartement locatif dans lequel j'avais mis toute mon âme, et déplacé de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour mon propre avenir. Une fois la poussière retombée, je leur avais viré 520 000 €, sans poser de questions. Mon avocat, maître Stéphane Dubois, a insisté pour que nous mettions l'accord par écrit afin de protéger tout le monde, et mes parents, désespérés et reconnaissants, ont signé chaque page sans ciller. Pendant quelques mois, tout a semblé de nouveau stable. Manon a repris son rythme habituel, vêtements de créateur, publications tape à accent grave l'œil sur les réseaux sociaux, nouvelles orientations professionnelles toutes les 2 semaines. Mes parents balayaient ça d'un revers de la main en disant qu'elle se cherchait, la même excuse qu'ils utilisaient depuis des années. Et je me suis dit que ce n'était plus mon rôle d'intervenir. Pourtant, il y avait ces moments, ces conversations auxquelles je n'étais pas convié, ces photos de famille où je n'apparaissais pas, ces vacances où l'on considérait que j'étais trop occupé pour me demander de venir. Et chaque fois, une pensée silencieuse se formait au fond de mon esprit, j'ai payé pour le toit que vous avez au-dessus de vos têtes. Pourquoi suis-je celle qui reste dehors? Je la refoulais, me convainquant que je réfléchissais trop. Mais toute cette retenue, tout ce déni s'est effondré la nuit où ils ont envoyé ce message. La nuit où ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue pour le repas de famille parce que Manon ne voulait pas de moi. La nuit où tout a changé. J'ai dû relire ce message une 12aine de fois. Non pas que je ne le comprenais pas, mais parce que je n'arrivais pas à croire avec quelle désinvolture il l'avait formulé. Comme si me demander de ne pas venir revenait à me rappeler d'apporter le dessert. Nous savons que tu as dépensé 520 000 € pour sauver notre maison, mais ta sœur ne veut pas de toi pour le grand repas de famille. Pas de « nous sommes désolés », pas de « parlons-en », juste une décision prise sans moi, à mon sujet, communiquée via un écran lumineux à minuit. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile. J'ai attendu que la vague familière d'excuses monte en moi, l'habitude de les défendre,
de rationaliser leur comportement, de me faire toute petite pour que Manon reste à l'aise. J'ai attendu la culpabilité, l'autoflagellation, la petite voix qui murmure « il ne le pensait pas comme ça ». Mais à la place, autre chose a fait surface. Un calme plat, celui qui précède l'éclatement d'une tempête. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Manon. Son message était plus court, plus sec, presque ennuyé. Ce n'est pas personnel. Je veux juste une soirée tranquille. Tu peux être intense. On déjeunera ensemble la semaine prochaine. Intense. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce qu'il devienne flou. Je n'étais pas intense quand j'ai vendu mon bien locatif pour que nos parents ne perdent pas leur maison. Je n'étais pas intense quand j'ai réglé ses dettes de carte de crédit sans en parler au reste de la famille. Je n'étais pas intense quand j'ai conduit 2 heures à minuit pour aller la chercher après qu'une autre de ses opportunités professionnelles se soit effondrée. Mais j'étais intense maintenant, parce qu'elle ne voulait pas avoir à gérer l'existence de la seule personne qu'elle ne pouvait pas manipuler. J'ai senti quelque chose de nouveau me parcourir l'échine. Une clarté limpide. J'ai tapé un seul mot en réponse, noté. Ni en colère, ni sarcastique, juste final. Et pour la première fois depuis des années, cette unique syllabe ne ressemblait pas à une capitulation. Elle sonnait comme une limite qui se mettait en place. Elle sonnait comme le choix de moi-même. J'ai posé mon téléphone et j'ai traversé mon loft, le parquet frais sous mes pieds. J'ai ouvert le petit coffre-fort dans le coin, une chose que je touchais rarement. À l'intérieur se trouvait un simple dossier, fin mais lourd de sens. Il y a des mois, quand j'ai remboursé l'hypothèque de la maison, mon avocat, Maître Dubois, avait insisté pour rédiger un accord formel. Non par méfiance, mais par protection. Mes parents étaient émus, tremblants, en signant chaque page. Ils l'avaient à peine lu. Ils avaient juste serré mes mains en disant que je les avais sauvés. Ce dossier contenait chaque signature, chaque clause, chaque échéance, y compris celle stipulant qu'ils avaient 6 mois pour soit racheter la maison à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer. 6 mois. Et le grand repas de famille marquait la dernière semaine. J'ai passé mes doigts le long du bord des papiers. Pendant des années, ma famille s'était reposée sur le fait que je ne riposterais jamais, que je serais toujours la personne fiable, celle qui pardonne, la personne facile à vivre. Mais alors que je me tenais là, le dossier à la main, j'ai réalisé quelque chose de simple. Ils avaient pris mon silence pour de l'acceptation. Et cette fois, ils allaient apprendre la différence. Le dossier semblait plus lourd que du papier ne devrait l'être. Peut-être parce qu'il contenait chaque instant du déséquilibre de ma famille, chaque sacrifice que j'avais fait en silence, chaque limite que je n'avais jamais posée, chaque excuse que j'avais acceptée alors que j'aurais dû tourner les talons. Je l'ai apporté à mon bureau et je l'ai posé à plat, les pages illuminées par la douce lumière de mon loft. Pendant des années, je m'étais convaincu que si je restais assez patiente, assez raisonnable, assez généreuse, les choses finiraient par changer. Qu'un jour, mes parents verraient la différence entre l'amour et la commodité. Mais en fixant cet accord, une certitude s'est installée en moi. Ils avaient déjà toutes les preuves dont ils avaient besoin. Ils avaient juste choisi de ne pas regarder. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran projetant une lueur pâle dans la pièce, et j'ai ouvert un dossier numérique intitulé « Archives ». À l'intérieur se trouvaient des mois de documentation discrète, capture d'écran, paiement, factures, relevés bancaires montrant des virements des comptes de mes parents pour couvrir les habitudes de dépenses de Manon. Je ne les avais jamais collectés pour les utiliser contre qui que ce soit. Je les gardais parce que j'étais fatigué d'être le seul témoin de la vérité. Alors que je faisais défiler les fichiers, le silence autour de moi s'est épaissi, devenant presque électrique. Mon téléphone a vibré une fois sur le bureau, un autre message de Manon, mais je ne l'ai pas pris. À la place, j'ai cliqué sur le contact de Maître Dubois et j'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillée. « Chloé ? Tout va bien ? » « Non », ai-je dit calmement. « Mais ça va aller. Je dois lancer la procédure. » Une pause, puis sa voix, plus vive, « La maison. » « Oui. » Envoyer la notification avant le repas de famille. Une autre pause, plus longue cette fois, comme s'il évaluait si je le pensais vraiment. « Vous êtes sûr ? » J'en ai assez d'être considérée comme acquise, ai-je répondu. Les mots sont sortis plus stables que je ne me sentais, mais une fois prononcés,
il semblait juste, solide, ancré. Très bien, a-t-il dit. Je préparerai tout demain matin. Quand l'appel s'est terminé, j'ai laissé échapper une lente expiration, une que je ne réalisais pas que je retenais. Mon loft semblait différent, plus léger, même si rien n'avait changé physiquement. Le changement était intérieur. C'était le moment où une limite ignorée pendant des années prenait enfin forme. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville, les lumières de Lyon éparpillées comme de petites promesses. En bas, les voitures se déplaçaient régulièrement dans les rues. Des gens rentraient chez eux, ignorant que ma famille, ma vie, venait de basculer sur son axe. Derrière moi, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. Ma chérie, ne sois pas fâchée. C'est juste plus simple pour ta sœur. On se rattrapera plus tard. Plus tard. Un mot que j'avais entendu toute ma vie. Un mot qui signifiait toujours jamais. J'ai fermé le message sans répondre. Le repas de famille était dans quelques jours. Manon préparait sa soirée parfaite, celle où elle jouerait l'hôtesse, se prélasserait dans l'attention et prétendrait que le monde tournait autour d'elle. Mes parents graviteraient autour d'elle comme d'habitude, arrondissant les angles, protégeant son image, ignorant les fissures. Mais pas cette fois. Cette fois, les conséquences arriveraient à leur porte, enveloppées non pas de colère, mais de termes juridiques qu'ils avaient eux-mêmes acceptés. Et ils les recevraient exactement au moment où ils s'y attendraient le moins, silencieusement, élégamment, inévitablement. Le matin du grand repas de famille est arrivé derrière un voile de brouillard froid lyonnais, du genre qui donne l'impression que la Saône exhale. Dans la maison de mes parents en Haute-Savoie, cependant, rien ne ressemblait au calme. Manon était debout depuis l'aube, perfectionnant une fête qui, croyait-elle, impressionnerait les collègues qu'elle avait invités. Des gens qu'elle voulait convaincre qu'elle était plus réussie, plus stable, plus accomplie qu'elle ne l'était en réalité. Elle portait une robe crème, ses cheveux bouclés en ondulations douces qui encadraient son sourire soigneusement étudié. Elle se déplaçait dans la cuisine, aboyant des instructions, peaufinant la disposition de la table, corrigeant ma mère sur la place des couverts, rappelant à mon père d'agir, naturellement, à l'arrivée de ses invités. Mes parents s'agitaient autour d'elle, à moitié épuisés, à moitié fiers, complètement inconscients de ce qui était en route. Ils ne savaient pas qu'une livraison était prévue. Pas de nourriture, pas de décoration, pas de fleurs. Autre chose. Ils ne savaient pas non plus que je n'étais pas chez moi à bouder ou à panser mes blessures. J'étais exactement là où je devais être. Un endroit calme, privé, assez loin pour entendre mes propres pensées sans le poids de leurs attentes. J'ai vérifié l'heure, 11h42. Parfaitement dans les temps. De retour à la maison du lac, les collègues de Manon ont commencé à arriver, un couple de son cabinet, dont l'un était son supérieur direct. Ils sont entrés, complimentant la décoration qu'elle prétendait avoir préparée seule. Elle rayonnait sous les louanges, s'imprégnant de chaque once de validation. Ma mère a murmuré à un invité, presque en s'excusant, « Notre fille aînée ne vient pas aujourd'hui. Elle avait besoin d'espace. » C'était le même ton qu'elle utilisait chaque fois que Manon faisait une erreur. Un bouclier doux, pliant la vérité en quelque chose d'assez mou pour ne pas blesser. Puis la sonnette a retenti. Un son simple. Mais il a scindé la journée en deux. « Maman, va ouvrir », a dit Manon en ajustant sa robe. C'est probablement la commande de pâtisserie. Ce n'était pas le cas. Sur le seuil se tenait un homme en veste sobre, tenant une enveloppe scellée et un paquet plat. « J'ai des documents pour Pierre et Monique Martin », a-t-il dit poliment. Ma mère a cligné des yeux, confuse. « Oh, ce doit être autre chose que nous avons oublié de commander. » Il a placé l'enveloppe dans ses mains, a demandé une signature et est parti sans cérémonie. Pas de drame, pas de voix qui s'élève, juste une livraison silencieuse de conséquences. Mon père s'est approché d'elle, le front plissé en voyant l'entête juridique en haut du document. Ça vient de Maître Dubois, l'avocat de Chloé. La pièce est tombée dans le silence, non pas parce que quiconque comprenait déjà, mais parce qu'il reconnaissait le nom. Ouvre-le, a dit Manon d'un ton léger, souriant encore à moitié. Ce n'est peut-être rien. Mais alors que l'enveloppe se déchirait, son sourire a vacillé. À l'intérieur se trouvaient 3 jeux de documents, un rappel formel de l'accord qu'ils avaient signé, un avis concernant la fin de la période de grâce de 6 mois, et un résumé détaillant chaque paiement, chaque facture et chaque virement qui avait servi à les sortir de la ruine financière.
Des paiements qui remontaient tous jusqu'à moi. Les mains de ma mère tremblaient en dépliant chaque page. Loyer, a-t-elle murmuré, à la valeur du marché. À partir de maintenant. Mon père a parcouru le texte, son visage se vidant de sa couleur. Où nous devons racheter la maison. Monique, ce n'est pas une option. Nous avons accepté ça. Manon s'est avancée, arrachant une page de sa main. Qu'est-ce que vous voulez dire, un loyer? C'est notre maison. Non, a dit mon père doucement. Ça ne l'est plus depuis 6 mois. Elle appartient à Chloé. Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Même le supérieur de Manon semblait stupéfait. Elle ne ferait jamais appliquer ça, a dit ma mère, la panique montant. Elle est juste contrariée. Mais elle a ensuite atteint la dernière page, celle qui détaillait le calendrier. Le jour du repas de famille était la date limite. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Et juste au moment où la panique commençait à s'installer, Manon a reconnu autre chose. La signature au bas de l'accord, la sienne. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle crié. Pourquoi mon nom est-il là-dessus? Je n'ai rien signé. Si, tu l'as fait, a répliqué mon père, sa voix se brisant pour la première fois depuis des années. Tu as signé en tant que témoin le jour où Chloé a remboursé l'hypothèque. Tu étais assise juste là. Tu as dit que tu le lirais plus tard. Le visage de Manon est devenu blême. Son supérieur a ajusté ses lunettes, lisant le document plus attentivement. Vous aviez dit que votre situation familiale était stable, a-t-il dit lentement. Vous aviez dit que vous souteniez vos parents durant une période difficile temporaire. C'est le cas, a bégayé Manon. C'est un malentendu. Mais il la regardait à peine. Ses yeux étaient fixés sur le dossier de preuve, les virements, les retraits, les paiements couvrant les achats de vêtements de créateurs de Manon et ses entreprises ratées. Des choses qu'elle prétendait avoir financées avec ses économies personnelles. Tout s'effondrait trop vite pour qu'elle puisse le rattraper. Ma mère s'est tournée vers mon père, alarmée. Appelle-la. Appelle Chloé tout de suite. Ils ont essayé. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je le regardais en silence depuis l'endroit où j'étais assise, écran retourné, sans même bouger. Puis mon père a réessayé, puis ma mère, puis Manon, composant frénétiquement avec des doigts tremblants. Au moment où mon téléphone a cessé de vibrer, j'avais plus de 30 appels manqués. J'ai finalement répondu. Allô. Ma voix était calme. Trop calme. Chloé, a soufflé mon père. Nous avons reçu quelque chose. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Vous m'avez dit de ne pas venir, ai-je dit simplement. J'ai respecté ça. Ma mère est intervenue, la voix brisée. Ma chérie, s'il te plaît. C'est un malentendu. Manon ne le pensait pas. Manon l'a coupé sèchement, attrapant le téléphone. Ce que tu fais est insensé. Tu gâches le repas de famille. Tu ruines ma réputation devant mes collègues. Voilà. La vérité. Pas de regret, pas d'excuses, mais de l'embarras. Il ne s'agit pas de ta réputation, ai-je dit. Il s'agit de responsabilité. Responsabilité? A-t-elle lancé. Tu nous punis. Non, ai-je répondu. Vous vous êtes punis vous-même. Je ne fais qu'appliquer ce que nous avons tous accepté. Pendant un moment, personne n'a parlé. Je pouvais entendre le cliquetis de la vaisselle, le choc silencieux qui se propageait dans la pièce, la prise de conscience que la femme qu'il prenait pour acquise avait cessé de jouer le rôle qu'on lui avait assigné. Mon père a finalement expiré, un son de capitulation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez 2 options, ai-je dit d'une voix égale. Racheter la maison ou commencer à payer un loyer. C'est impossible, a murmuré Manon. Tu sais bien que nous n'avons les moyens ni pour l'un ni pour l'autre. Vous les auriez, ai-je dit, si tu n'avais pas vidé leur compte, utilisé des lignes de crédit à leur nom ou prétendu que tes dépenses étaient des investissements. Les yeux de son supérieur se sont écarquillés à cette remarque, confirmant qu'il avait vu les preuves, lui aussi. La voix de Manon s'est brisée. Tu fais ça exprès. Tu veux m'humilier. Non, ai-je dit doucement.
Mais je ne te protégerai plus de la vérité. J'ai laissé les mots s'imprégner avant de continuer. Ce repas de famille devait être ta journée parfaite. Et maintenant, tu fais face à tout ce que tu as travaillé si dur à cacher. C'est ce qui arrive quand les vraies conséquences se présentent. Je pouvais sentir qu'ils retenaient tous leur souffle. Puis j'ai terminé avec la même fermeté que j'avais pratiquée la nuit où j'avais lu ce message. J'en ai assez d'être considérée comme acquise. Et avant que quiconque puisse parler à nouveau, j'ai raccroché. De l'autre côté du lac, dans la maison qui m'appartenait désormais légalement, la façade d'un rassemblement familial parfait s'était effondrée. Non pas parce que je m'étais battu, mais parce que j'avais enfin cessé de porter le poids de leur choix. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé dans ma famille que je n'avais jamais vu auparavant. Le silence. Pas le genre de silence froid et punitif que Manon utilisait quand elle voulait de l'attention. C'était le silence de personnes enfin forcées de s'asseoir avec la vérité. Le repas de famille s'est terminé en morceaux. Les collègues de Manon sont partis tôt, offrant des adieux polis qui ne cachaient pas leur malaise. Son supérieur a à peine croisé son regard en sortant, le dossier de preuve encore frais dans son esprit. Quelle que soit l'image qu'elle avait tenté de projeter, elle s'était effondrée au moment où ces documents avaient atterri sur la table. Mes parents ont rappelé, cette fois non pas pour supplier, mais pour poser des questions qu'ils auraient dû poser des années auparavant. Ils avaient commencé à faire le tri dans leurs finances, réalisant à quel point les dépenses de Manon avaient entamé leur stabilité. Le choc s'est transformé en honte, et la honte en quelque chose de plus calme, de plus lourd, la responsabilité. Pour la première fois, ils ne pouvaient pas ignorer le schéma. Pour la première fois, ils ne pouvaient pas prétendre que tout était anodin. Et pour la première fois, ils ne m'ont pas demandé de réparer les dégâts. J'ai fait de longues promenades dans Lyon pendant cette semaine, respirant un air qui semblait plus pur que tout ce que j'avais inhalé depuis des années. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas soulagé. Ce que je ressentais se rapprochait de l'équilibre, comme si le monde avait enfin cessé de pencher en faveur des besoins de tous les autres. Une semaine plus tard, mon père a demandé à me voir. Pas d'excuses, pas de culpabilisation, juste de l'honnêteté. Il a admis qu'ils avaient été aveugles, que compter sur moi était devenu trop facile, trop confortable. Ma mère s'est excusée sans présenter cela comme de l'amour ou un sacrifice, admettant simplement qu'ils avaient échoué à me protéger en protégeant Manon. Ils ne savaient toujours pas ce qu'il adviendrait de la maison. Moi non plus. Mais pour une fois, cette incertitude n'était pas mon fardeau. Pour la première fois de ma vie d'adulte, chacun vivait enfin avec les conséquences qu'il avait créées. Quand mes parents ont finalement demandé à me revoir une semaine plus tard, quelque chose dans leur voix semblait différent. Plus humble, plus doux, humain d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Ils n'ont ni supplié ni négocié. Ils ont simplement reconnu la vérité, ils avaient pris ma loyauté pour acquise, et ils étaient prêts à reconstruire sans placer le poids sur mes épaules. Quant à Manon, le silence de son côté en disait plus que n'importe quelle excuse. Pour une fois, c'était elle qui faisait face aux questions, sans se cacher derrière son charme ou ses prétextes. Et là, en écoutant ma famille parler honnêtement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix, la vraie. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Laissez vos réflexions ci-dessous.